avec la décision de Yaya Jammeh de fermer ses frontières avec le Sénégal. Dakar a finalement fait de même en fermant ses points de passage avec la Gambie. L'attaque du village de Samekuta qui a fait 2 morts cette semaine livre un bout du mystère. Un des 3 malfaiteurs présumés arrêtés à Kédougou est soupçonné d'appartenir à la bande qui opère dans la zone. Baisse du Niak contre la gourmandise de l'APR au local. Mansour Sy Djamil accuse et refuse de dictat du parti au pouvoir pour la conquête de ses collaborateurs, de ses collectivités plutôt, il l'a dit à Matam. Sur l'international, nous allons parler de la fusillade mortelle près de Slaviansk en Ukraine, plus la colère qui grandit parmi les proches des victimes du ferry en Corée du Sud, et avec bien sûr d'autres points qui seront abordés. Et vous aurez également la rubrique Wolf Vert avec Maman Tondour en fin de cette édition du dimanche 20 avril 2014. Bonjour et bienvenue. Fermeture de frontières entre la Gambie et le Sénégal. Banjul a fermé depuis hier ses différents points de passage avec le Sénégal. Ce matin, les autorités de Dakar ont fait de même, fermant la frontière avec le pays de Yaya Jammeh. Nous avons en ligne avec Mamadou Matar Sarr pour plus de détails. Bonjour Mamadou. Qu'en est-il exactement avec la fermeture de la frontière entre la Gambie et le Sénégal? Voilà, comme vous l'avez dit, on peut dire que le torchon pile entre les deux pays parce que depuis hier aux environs de 9h, 11h, les autorités gambiennes avaient pris la décision de fermer la frontière entre le Sénégal. Les raisons, on ne sait pas pour le moment avancé. Retenez que ce qu'il faut retenir, c'est que le président Yaya Jammeh est en train d'effectuer une tournée à l'intérieur de son pays. Hier nuit, on nous signale qu'il avait même effectué un grand meeting au niveau de Frafeigné. En tout cas, est-ce la raison qui a poussé les autorités gambiennes à fermer les frontières? En tout cas, on ne sait pas. Aussi, d'aucuns disent que c'est à l'origine de la grève qui a eu lieu parce qu'on sait qu'il y a quelques jours, les chauffeurs sénégalais, avec à leur tête Alassane Ndoye et Gor Khouma, avaient pris la décision de boycotter le bac parce qu'ils soutiennent que les autorités gambiennes avaient pris la décision d'augmenter ou bien d'exiger le paiement des tarifs du bac en monnaie CFA et non en Talafi. Ce que les chauffeurs dénonçaient, les chauffeurs sénégalais dénonçaient avec la dernière énergie, les obligeant à bloquer la frontière au niveau de Karang et passer par les chauffeurs de transport, passer par Tambacounda. Est-ce que c'est la raison qui a poussé les chauffeurs, quelques jours, les autorités gambiennes, quelques jours après avoir trouvé un terrain d'entente, de revenir sur leur décision? En tout cas, on ne peut pas le dire, mais retenez que ce matin, elles avaient promis, les chauffeurs gambiennes, les autorités gambiennes, de lever le blocus. Mais rien n'a été fait jusqu'à 11h. Les autorités sénégalaises ont réagi, fermant la frontière à la partie sénégalaise. Présentement, les véhicules qui stationnaient sont en train de reboucher ce mètre, donc on passe par Kaolack pour rallier Tambacounda pour passer par Tambacounda afin de rallier Ziguinchor. Donc la situation risque de prendre des proportions inquiétantes si les autorités des deux pays ne se retrouvent pas autour d'une table pour trouver une issue à ce problème. De toute façon, nous sommes là, on veille au grain, on est en train de voir ce qui va se passer d'un moment à l'autre. C'était Mamadou Matar Sarr depuis 40 pour la radio-télévision Walfadjri. Merci beaucoup à vous, Mamadou Matar Sarr, qui nous faisait le point sur la fermeture de frontières entre la Gambie et le Sénégal. Et comme il l'a si bien dit, ça a donné un impact sur la circulation des passagers. Besduniak entend s'opposer au dictat de l'APR à diriger les listes électorales du 29 juin. Le parti de Serigne Mansour Sy Djamil ira en coalition selon ses affinités pour la. C'est ce qu'il a dit à Matam. Et Besduniak portera le mouvement Pilital à Boki Diaobé pour matérialiser son refus face à la gourmandise de son allié. Nous allons suivre cette correspondance de Suleiman Chouaya.
cet élément n'est pas disponible. Nous allons parler de sport avec après Saint-Louis. Mbour va à son tour organiser son tournoi international de judo. Le comité d'organisation a été monté. Il est constitué entièrement d'anciens champions d'Afrique tels que Alassane Thioub ou encore Khalifa Babacar Diouf, entre autres. Les organisateurs se donnent un double objectif populaire sur le judo mourois et en faire à la base de l'équipe nationale. Nous allons suivre cette correspondance de Thierno Daf. Monsieur le ministre, je déclare officiellement installé le comité chargé de l'organisation du tournoi international de judo département de Mbour. Après Saint-Louis, voici le tournoi international de judo de Mbour. À partir du 30 mai jusqu'au 1er juin, les équipes vont venir le vendredi 30 à 18h, on les prend en stage à 18h et le dimanche 1er après déjeuner. Ce sont presque tous les judokas champions d'Afrique de Mbour qui organisent ce tournoi. On a créé un comité d'organisation, on s'est unis pour créer le comité et organiser ce tournoi. Sur les raisons de l'organisation de ce tournoi, les explications de Atoumane Gueye, président du comité. C'était international parce que minimum, comme j'avais commencé le tournoi, et il y avait des pays qui venaient déjà. Il y avait le Mali, le Niger, la Gambie, la Mauritanie et un club de France qui venait déjà au tournoi. Mais comme maintenant on a agrandi le tournoi, j'espère que presque toute l'Afrique va venir et certains pays d'Europe, pourquoi pas. Un accompagnement, bien sûr, comme on a été formé et qu'on forme des jeunes. On attend un accompagnement de l'État, à commencer par le préfet et M. le maire. Autre ambition affichée par les organisateurs, la pérennisation du tournoi et son maintien dans le calendrier sportif national. On a beaucoup de fils bourgeois qui sont des champions d'Afrique et on s'est unis pour faire un grand tournoi. Plus grand même que le tournoi. On imagine avoir un tournoi plus grand que Saint-Louis, parce que tous les judokas champions d'Afrique du Sénégal sont fils de Mbour. De Atoumane Gueye Cobra à Khalifa Ababacar Diouf en passant par Alassane Thioub, les organisateurs du tournoi sont tous d'anciens champions d'Afrique, ce qui augure d'un niveau technique très relevé. Mbour Gueye, Radio-Télévision Walfadjri, Thierno Daf. Nous allons reparler de l'actualité avec la messe de Pâques dans toutes les églises catholiques ce dimanche. Hier, lors de la veille pascale, l'archevêque de Dakar, le cardinal Théodore Adrien Sarr, a invité les fidèles à se libérer de l'esclavage, de l'argent et à respecter le bien commun à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert. Le vicaire dominical abbé Christian Carlier, qui a dirigé la messe, appelle les dirigeants à servir le peuple et non à se servir. Nous avions écouté les propos de Théodore Adrien Sarr sur les ondes de Walf FM avec Théodore Semedo. Nous, comme c'était annoncé en début d'édition sur l'international, nous allons parler de la fusillade mortelle près de Slaviansk en Ukraine, plus la colère qui grandit parmi les proches des victimes du ferry en Corée du Sud et avec bien sûr d'autres points qui seront abordés dans ce récit de nos confrères d'Euronews. Toute la nuit, les partisans d'Abdelaziz Bouteflika ont fêté sa réélection à la présidence algérienne. Un quatrième mandat obtenu dès le premier tour avec 81,53% des voix, et ce malgré d'importants ennuis de santé. Le vote a été boudé par 49% des électeurs. Son principal opposant, Ali Benflis, a dénoncé un scrutin entaché de fraude. Alors qu'une douzaine de corps ont été repêchés de l'épave du bateau ce dimanche en Corée du Sud, le bilan officiel fait état de 46 morts et de 256 personnes toujours portées disparues. Le ferry a chaviré mercredi matin au large de l'île de Jindo, au sud-ouest de la péninsule coréenne. Sur les 476 passagers et membres d'équipage qui avaient pris place à bord, 339 étaient des lycéens et des enseignants d'une école de la banlieue de Séoul. Le capitaine du ferry arrêté hier a défendu sa décision de retarder l'évacuation des passagers. Il a par ailleurs confirmé qu'il n'était pas aux commandes du navire lors de l'accident. Mais la tension ne cesse de monter sur place. Des échauffourées ont éclaté entre la police sud-coréenne et les familles des victimes, furieuses de la lenteur des secours.
Elles entendaient manifester à Séoul contre l'attitude des autorités et elles ont entamé une marche de protestation largement soutenue dans un pays qui s'interroge sur sa capacité à assurer la sécurité de ses enfants. L'espoir de retrouver des survivants au large de la Corée du Sud a quasiment disparu. Le bilan du naufrage du ferry Sewol s'établit à 33 morts et 269 disparus. Les opérations de recherche se poursuivent néanmoins. L'objectif est notamment de récupérer des corps. Certains ont été aperçus par les plongeurs mais sans pouvoir être ramenés à la surface. Depuis 3 jours, la mer est très agitée et les courants violents. Les images d'une des plongées ont été retransmises aux proches des victimes, hébergés dans un gymnase d'une île voisine. À la douleur des familles s'ajoute la colère. Plus de 350 lycéens en voyage scolaire étaient à bord du ferry. L'équipage leur a ordonné de ne pas bouger durant 40 minutes. Lorsque le bateau a commencé à chavirer, il était trop tard. Ce samedi, les gardes-côtes ont repêché 4 nouveaux cadavres. Les opérations de récupération des corps s'annoncent longues et difficiles. En parallèle, l'enquête pour déterminer les circonstances du drame se poursuit. Le capitaine et 2 autres membres d'équipage qui ont survécu sont apparus aux mains de la police. Le commandant de bord a défendu sa décision de retarder l'évacuation des passagers après le choc qui a immobilisé le ferry. Il n'y avait pas de bateau de secours à proximité, a-t-il notamment tenté d'expliquer. Premières élections municipales partielles en Libye depuis le renversement de Mouammar Kadhafi. Ce genre d'élection n'existait pas non plus sous le précédent régime. Chaque position régionale ou locale était décidée par le pouvoir. Beaucoup espèrent que ces élections permettront au pays de repartir démocratiquement du bon pied. Fusillade mortelle dans l'est de l'Ukraine. Selon les médias russes, 4 personnes, 3 militants pro-russes et un assaillant auraient été tués à un checkpoint à quelques kilomètres de la ville de Slaviansk ce dimanche matin. Toujours selon les témoignages des pro-russes, 4 voitures, au total une vingtaine de personnes, sont arrivées près du barrage vers 1h du matin, heure locale. Ils ont refusé d'être contrôlés et ont ouvert le feu. Le ministère ukrainien de l'Intérieur, pour sa part, parle d'un mort et 3 blessés dans un incident entre 2 groupes civils. Un journaliste de Reuters, lui, affirme avoir vu les corps d'au moins 2 victimes. Nous revenons sur l'actualité pour parler de l'Assemblée générale des jeunes apéristes de Koungheul en brassard rouge pour dire leur colère contre leur parti et leur leader Macky Sall. Ils dénoncent le parachutage et la faveur accordée aux transhumants dans les listes pour les locales de juin 2014. Écoutons à ce propos Matar Dramé, il est leur porte-parole avec Mamadou Matar Sarr. De par ma voix, tous les jeunes du département de Koungheul dénoncent avec la dernière énergie l'inertie, le manque de considération du président de la République, son Excellence Macky Sall, envers les jeunes du département. En effet, du premier tour présidentiel au second tour, en passant par les législatifs, Koungheul n'avait jamais perdu dans sa commune.
où qu'un délinquant est repéré et ça permet à nos unités déployées, nous avons des postes avancés, d'intervenir d'urgence. Chose dite, chose faite, l'engagement du chef de l'État dans le cadre de la sécurisation des populations est bien parti. Kédougou Solibou Ramadabo pour la radio-télévision. Voilà. Solibou Ramadabo, merci. Nous sommes à la dernière étape de cette édition avec la rubrique Walf Vert qui s'intéresse dimanche aux travaux de recherche de l'environnementaliste Ousmane Thiam qui va nous parler du barrage de Diamant. Suivons cette présentation de Maman Tandour en compagnie de Pape Momar Diouf. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Walf Vert. Cette semaine, nous nous arrêtons au barrage de Diamant, situé près du village du même nom, à 27 km en amont de Saint-Louis. Empruntons ces phrases à l'environnementaliste Ousmane Thiam, qui a mené une étude sur les avantages environnementaux sur la retenue d'eau. Il nous a accordé un entretien que je vous propose d'écouter. J'ai essayé d'évaluer les différentes activités socio-économiques que le barrage a permis de faire. C'est l'eau pour l'agriculture irriguée, l'eau aussi comme alimentation en eau douce des populations, en eau potable, et aussi l'eau en tant que milieu de vie des poissons avec une implication sur la pêche, et l'eau aussi en tant qu'élément façonnant le milieu. Donc l'eau comme étant un élément naturel qui façonne le milieu, les écosystèmes, etc. Donc j'ai essayé d'évaluer 5 utilisations ou bien rôle de l'eau au niveau de cette zone-là. Maintenant, en évaluant les avantages, on peut voir qu'au niveau des avantages, il peut y avoir des inconvénients qui n'ont pas été prévus. Par exemple, ou bien tout simplement, l'utilisation ou bien de l'eau n'a pas été à la hauteur en tout cas des espoirs que les promoteurs de ce barrage avaient. Le barrage est là pour satisfaire en tout cas les besoins en eau, non seulement du Sénégal, mais de la Mauritanie. Déjà actuellement, la ville de Nouakchott est alimentée à 100% par le barrage de Diamant. La ville de Dakar aussi est alimentée presque à plus de 60% par le barrage de Diamant. Parce que la retenue d'eau, c'est après que la retenue d'eau vraiment a atteint son niveau le plus élevé que le lac de Guerre commence à se remplir. Donc le remplissage du lac de Guerre est conditionné par la retenue d'eau de Diamant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'eau. Maintenant, le problème, c'est la mise à la disposition des populations de cette eau-là. Donc là, ça demande des canalisations. Et généralement, au Sénégal, on dit que les eaux, le potentiel hydrique est à la périphérie, donc très loin des centres de consommation. Maintenant, comment faire pour venir l'eau là, de la périphérie de l'extrême nord du pays vers les centres de grande consommation? C'est ça qui pose, ça demande des problèmes d'investissement, ça pose des problèmes d'investissement. J'ai vu qu'il y avait des problèmes dans l'usage optimal de ces ressources-là, aussi bien au niveau de l'eau, de l'agriculture irriguée, au niveau même de la conservation des écosystèmes. Quand je te dis que à la fin de l'évaluation, on s'est retrouvé sur un fait vraiment remarquable, que au moins 95% des prélèvements de poissons au niveau de la retenue de Diamant, au niveau du delta, c'est les oiseaux du parc du Djout qui le font. Alors que les pêcheurs qui font presque 1000 personnes, 1000 pêcheurs dans cette zone-là, ne récoltent que 4% du stock de poissons débarqués. Donc vous voyez, et aussi quand on vous dit que aussi les populations qui sont là-bas, qui sont au niveau de la vallée, au niveau du delta, à l'image de Ross Béthio, dépensent 1100 francs pour le mètre cube d'eau. Alors que toi, ici à Dakar, à Saint-Louis, tu dépenses 179 francs pour le mètre cube d'eau.
Nous avons vu aussi que tout ça, on peut quand même revenir sur beaucoup de choses, essayer de remédier à cette situation, à l'ensemble des situations. C'est pourquoi on a fait des recommandations au niveau institutionnel, au niveau même des recommandations qu'on appelle des recommandations stratégiques et des recommandations sectorielles, c'est-à-dire au niveau des différents segments de l'usage de l'eau. Nous nous quittons avec cette image de la semaine. Une baleine morte qui a échoué sur les larges de Ouarang à Bourg. Ainsi s'achève votre rubrique Walf Vert. Rendez-vous est pris dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci à vous également, Maman Tandour, pour cette rubrique Walf Vert qui boucle d'ailleurs cette édition.